Troisième et dernière partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré à la RDC où sévit le mouvement M23. Très et rapidement, Kewin Maïzo. Que dit la géopolitique locale, enfin régionale? En marge du dernier sommet de l'Union africaine, le président angolais a reçu, pas dans la même salle, pas à la même table bien sûr, le président Félix Tshisekedi, puis le président rwandais Paul Kagame. Il s'était donné donc pour mission de jouer le médiateur pour apaiser, décrisper les tensions. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire et quel rôle les voisins de la sous-région peuvent jouer pour la décrispation? Malheureusement, dans cette affaire, tout le monde est les sous-traitants des Américains qui ont un agenda... Même l'Angola? Mais oui, qui ont un agenda qui supplante tout le monde. Et dans leur entendement, un Congo faible, c'est un Congo qu'on doit piller, c'est un Congo qu'on doit humilier. Et tous les pays voisins, je dis bien tous les pays voisins... L'Ouganda, l'Afrique du Sud? Tous les pays sous-traitants des Américains ont intérêt à avoir un Congo faible. L'Angola a des troupes à l'est. L'Angola exploite une partie du pétrole de la zone économique exclusive. L'Angola a planté son drapeau dans une partie du territoire de Kayemba. Qu'est-ce que l'Angola peut venir dire au Congo si l'Angola se comporte mutatis mutandis, dans une moindre mesure à peu près? Les Angolais ne massacrent pas, mais sur le plan économique, ils se comportent à peu près comme les Rwandais. Donc, Joao Lourenço, un sous-traitant des Américains. C'est un sous-traitant des Américains. Et si vous entendez sa rhétorique, c'est généralement, il faut respecter l'accord cadre d'Addis Abeba, ensuite la feuille de route de Nairobi et celui de Luanda. Et si vous lisez cette feuille de route, c'est quoi? Que le Congo puisse se mettre dans une position telle qu'économiquement, il peut se laisser dépouiller sans rien dire. William Ruto, du Kenya. À lui encore, c'est pire. À lui encore, c'est un des sous-traitants en chef, derrière Paul Kagame. Au fond, qui sont les alliés du Congo dans la sous-région? Il n'y a personne. Le Congo est orphelin et il doit se battre seul. Même le pouvoir congolais est avec ceux qui dépouillent le Congo. Il n'y a plus que la société civile du Congo pour faire tenir ce pays. Les Congolais sont orphelins, le Congo est orphelin, personne ne défend ce pays. Je vais très rapidement faire juste un petit parallélisme. Oui. Et je vais le faire en 2 phrases. À l'indépendance, le Congo était colonisé par la Belgique. Un pays d'à peu près 10 millions d'habitants, d'à peu près 25 000 km², avec 3 communautés linguistiques. On a fait 2 tables rondes, économiques et politiques. Après, lorsque la colonisation occidentale est devenue beaucoup trop présente, les Blancs qui colonisent les Noirs, on donne le Congo à un autre pays qui ressemble à la Belgique, c'est-à-dire le Rwanda, 10 millions d'habitants, 11 millions d'habitants, comme la Belgique. On donne. Oui, on donne le Congo au Rwanda, 3 communautés linguistiques, à peu près 11 millions d'habitants, 26 338 km², et ils vont faire aussi 2 tables rondes. Le premier, c'est l'accord cadre, disons, le dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud. Et ils ont fait l'accord cadre d'Addis Abeba qui ressemble à la table ronde économique qu'ils ont fait en 1960. C'est-à-dire qu'ils reprennent le même schéma avec d'autres acteurs pour continuer à mettre ces pays en coupe réglée. Et quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est généralement comment le Congo peut s'apprêter à être pillé sans crier gare. Tout simplement. Comment envisagez-vous la suite? Il est vrai que le Congo aujourd'hui est abandonné à lui-même parce qu'on ne peut plus compter sur la communauté internationale. Tout ce que vous avez soulevé là, même les contrats que l'Union européenne a signés avec les Rwandais, c'est en quelque sorte c'est le masque qui tombe. C'est que le Congo a toujours dénoncé, que cette guerre... en fait... Vous voyez l'analyse qu'on fait là, les Rwandais attaquent le Congo, les Rwandais attaquent le Congo. Si ce n'est que les Rwandais, 26 338 km² avec plus ou moins 30 000 hommes armés, militaires, face au Congo, 2 345 410 km² avec plus de 80 millions d'habitants. Vous pensez vraiment que si ce n'est que ces petits Rwandais-là, ils pouvaient tenir au Congo? Ce n'est pas la superficie qui fait la grandeur militaire. La logique, c'est que les Rwandais est sous-traité
Et d'ailleurs, le président Kagame lui-même l'a dit dernièrement, Oui. qu'il a reconnu que les minéraux congolais Oui. transitent par le Rwanda et nous, on n'a rien à faire. Ça part en Belgique, en France, aux États-Unis. Il a reconnu. Comment vous pouvez accepter et reconnaître qu'il y a un voleur qui vient, qui vole et qui vous tend la main, vous donne et vous vous faites passer et vous récupérez même pas un petit gramme. Donc c'est pour dire que les Rwandais que nous parlons, c'est les sous-traitants de la communauté. Oui, ça veut dire quoi? Que le Et problème ne sera jamais résolu? Ça veut dire que aujourd'hui, la question que vous avez posée, comment faire, Oui. c'est que le Congo Oui. doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, concrètement. Et c'est-à-dire Oui. que nous devons nous organiser, nous réorganiser, parce que le Congo a été organisé au temps de Mobutu, quand il y fut encore fort. Et donc, nous devons nous réorganiser et défendre notre patrie. Et ce que le président fait aujourd'hui... Vous ne trouvez pas que vous avez assez perdu du temps? Nous avons perdu du temps parce que les circonstances de l'histoire ont fait que nous perdons ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous essayons de nous réorganiser. C'est vrai, je l'ai dit en amont, que ce n'est pas facile parce que, vous voyez, Monsieur Richard, je vous donne un fait simple. Si Vous prenez les noms qui vous prenez la ville comme Goma, Oui. où les représentants de la NER du Nord Kivu, avec son adjoint, on l'arrête, présumé collaborateur du Rwanda. L'ANS, c'est l'agence de renseignement, hein? Exactement. Les services Donc, de renseignement. ça veut dire que, ce que je vous disais, le Congo, le Rwanda, avec ses alliés, a fait assez qu'il a infiltré le Congo à tel point que même si vous voulez vous organiser, ce n'est pas facile. Et nous sommes dans un gouffre où nous essayons de nous organiser. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons taire un peu nos divergences, nous Congolais, pour essayer un peu de nous mettre ensemble et mettre l'ennemi dehors. Si nous voulons seulement tenir ce discours-là, c'est celui-là, c'est celui-là, nous n'allons pas nous en sortir de cette... On ne se met pas ensemble avec un traître. C'est logique qu'il y a divergence autour de la stratégie, puisque jusque-là, si moi je ne suis pas congolais, donc je ne connais pas les dessous de ce dont on parle ici en profondeur. S'il est vrai que les instructions viennent du palais présidentiel, les instructions aux soldats ne défendaient pas, moi, j'y crois pas. Il n'y a pas de preuves à ça. Il n'y a pas de preuves. C'est complètement impensable. Il n'y a pas de preuves à ça. En fait, ce discours-là, c'est pour discréditer les présidents, les pouvoirs en place. Mais moi, ce que je dis, je demande ici, nous demandons que nos chers compatriotes, arrivent. Il existe. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence de cette interview où le chef d'état-major, c'est ça? Oui. Le chef d'état-major dit quoi? Il dit que les politiciens nous ont demandé d'observer. Vous êtes au courant de ça ou pas? Non, le contexte, c'est pas ça. Le contexte, c'est que l'accord de Luanda, la fête de route de Luanda et d'autres accords qu'on a signés, on a demandé que le Congo arrête d'avancer. Mais sur son propre territoire? Non, en fait, quel est le mobile? En fait, quelle est l'idée derrière cet accord-là? C'était que les deux camps, que ce soit les Rwandais, les M23 soutenus par les Rwandais et les Congo, que chacun garde sa position, on va avancer sur les accords et que nous allons aller vers les cantonnements jusqu'à ce que ces problèmes-là soient réglés entre les Congolais, entre eux d'abord, et puis les Congolais traitent avec les Rwandais. Malheureusement, quand les militaires, le gouvernement a levé l'option, que nos militaires n'avançaient pas, restaient d'abord en cette position-là, nous respectons l'accord qu'on a signé. C'est une sorte de cessez-le-feu. Voilà. Malheureusement, les Américains. malheureusement, non, attendez, j'ai fini. Malheureusement, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on laisse des gens comme ça venir expliquer pourquoi il faut laisser tuer les Congolais? Ouais. Donc, 2 secondes, on le laisse finir. On le laisse finir 2 secondes. Le contexte qui a été signé, le Congo était de bonne foi. Mais malheureusement que l'adversaire n'est pas de bonne foi. Raison pour laquelle le président l'a dit,
que l'option de la guerre n'est pas exclue. Mais seulement, il privilégie d'abord les dialogues. Et que ces dialogues-là passent avec les Rwandais et non les M23. Donc, mettons chaque chose dans son contexte. Ce n'est pas que le général s'est levé, il a dit que non, la hiérarchie a dit qu'on n'attaque pas, on reste là, qu'on vienne vous parlez de l'accord de Luanda. Faire mourir. Non. Vous parlez de l'accord de Luanda. Maître, rapidement, Oui. si on considère la temporalité des choses, est-ce que l'interview dont vous parlez est intervenue dans un contexte où... C'est récent. Oui, c'est un contexte bien... Il faut mettre les choses dans leur contexte, mon cher. On va remettre les choses dans les contextes. C'est récent, c'est la guerre de Saké. Ce n'est même pas Bunagana, c'est pas... C'est lorsqu'on attaque Saké, la population était exaspérée, les gens dans la brousse. On lui pose la question, pourquoi vous ne vous dépendez pas? Il dit, les ordres viennent des politiciens. Les politiciens nous ont dit de ne pas nous défendre, d'observer. Et je réinsiste. Depuis que le président... D'observer, ça veut dire que laisser l'ennemi venir nous attaquer. Depuis que le président Tshisekedi crie au Rwanda nous agresse, les Rwandais nous agressent, il n'a pas encore rompu les relations diplomatiques avec les Rwandais. Il n'a pas encore fermé la frontière avec les Rwandais. Rwandais continue d'exploiter l'espace aérien congolais. Et pire, le président du Parlement avait demandé à certains parlementaires de quitter les groupes armés. Et on enchaîne que certaines personnes au pouvoir à Kinshasa ont des carrés miniers, ils font commerce des minerais avec Paul Kagame. On ne fait des Congolais. Oui, au pouvoir. Jusqu'au sommet de l'État. Ils font des affaires avec le président Paul Avec Kagame. le Rwandais, mais ils exploitent les minéraux. Mais vous comprenez que l'infiltration est toujours là. Non, mais il y a certains compatriotes qui aiment plus l'ennemi que les pays. Très bien. Et c'est ce que nous condamnons. On dénonce les nôtres qui sont nous des traîtres. disons C'est pas aimer les l'ennemi. Congolais doivent prendre conscience que son pays, c'est son pays. Peu importe les millions qu'on peut lui proposer, mais son pays reste son pays. C'est ainsi que nous dénonçons nous notre conscientisons on a compris. le peuple congolais. Okay. Maître Reti, très rapidement, il y a deux choses. Même dans le cadre de la CEAC, il n'est pas possible de mettre en place une force sous-régionale pour aider votre pays. C'est-à-dire que à partir du moment où l'armée congolaise éprouve des difficultés structurelles, opérationnelles, a fait face à 5000 hommes, il n'y a aucune espèce de possibilité de mobilisation de forces, de troupes régionales pour aider l'armée, un peu comme la CEDEAO l'avait fait en son temps au Libéria, en Sierra Leone, etc. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Justement, ça rejoint la première question qui était celle de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire ou quelle est la posture des sous-régionaux. Moi, je vais vous dire tout simplement, cette posture, il ne faut pas vous tromper. La sous-région, si vous parlez de l'EAC, c'est anglo-saxon. Il ne faut pas oublier que l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, qui sont les plus grands de l'EAC, sont des colonies britanniques. Bon, il ne faut pas oublier que le Kenya a toujours été la plaque tournante des États-Unis depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, et même le centre des Nations Unies. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi que les anglo-saxons ont leur façon de voir les choses qui n'est pas forcément le même que les franco-belges. C'est vrai. Donc, nous avons un premier topo, c'est les anglo-saxons. Quel est leur agenda? Bon, cet agenda britannique n'est pas l'agenda pro-Congo. L'agenda américain n'est pas l'agenda pro-Congo. Okay. Maintenant arrive la question des Angolais. Mais vous savez que dans quel contexte Savimbi a été tué? Jonas Savimbi, en Angola. Et à partir du moment où Savimbi a été tué, quelle a été la normalisation des relations entre les États-Unis et l'Angola au détriment de l'Union soviétique et de Cuba? Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez effectivement que nous sommes dans une sorte de géopolitique ou de hostile et anglo-saxonne. Alors, si vous voulez maintenant savoir comment est-ce qu'on peut passer de Kagame
à aujourd'hui, Oui. écoutez, nous avons montré comment les États-Unis ont implanté et donné de la force à Kagame et Museveni. Nous avons démontré que le Kabila le père, lorsqu'il a voulu ouvrir les yeux à la population, on l'a tué. Et vous avez constaté tout simplement que quand on l'a tué, il semble qu'il y avait vacances, mais j'imagine effectivement que quand on fait un coup d'État, on le fait pour soi. Et personne ne vient quand même s'asseoir sur un siège qui n'est pas les siens. Et quand on arrive dans la situation actuelle et que son patron de l'UNC, parce que je vois qu'il porte le badge de l'UNC, Vital Kamerhe, plus Félix Tshisekedi, où est-ce qu'ils sont allés chercher leur pouvoir? Après Genève, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont atterri à Nairobi. On ne nous a jamais dit qu'est-ce qu'il y avait entre Genève et Nairobi. Et c'est de Nairobi que finalement, ils ont, comme les Nanga aussi, sont en train de se déclarer à partir de ces mêmes coins, comme le M23 part pratiquement de l'Ouganda. Donc, en fait, tout se passe dans cette zone anglo-saxonne. Alors, vous vous imaginez que quand on se retrouve dans la situation de Félix Tshisekedi, en état de faiblesse, où finalement le pouvoir lui est donné, d'après ce que maintenant tout le monde reconnaît, les accords de passation de pouvoir, le pouvoir lui est donné. Lui, il vient du côté Nairobi, donc forcément, la première chose qu'il a faite, c'était d'aller vers Nairobi pour dire « je fais... j'accepte de rentrer dans l'EAC ». Et moi, je dis ça, c'est le piège majeur que finalement, qui lui a été tendu. Et il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Et étant tombé dedans, quand il a voulu finalement constater que c'était qu'un papier vide, d'abord, au lieu de discuter, de réunir le Congrès pour se défendre, on pouvait se poser la question de savoir, a-t-il réuni le Congrès pour dire nous entrons dans l'EAC? Dans l'EAC, par exemple. Non, il ne l'a pas fait. Il l'a fait parce que tout simplement, Mike Hammer, l'ambassadeur américain, Peter Pham et Kigali le tenaient et l'ont amené jusqu'à faire signer ça. Donc moi, je dis tout simplement, il y a une chose, les chefs d'État africains ne sont pas avec nous. Les chefs d'État africains, en tout cas pour certains, tous ceux qui ont fait les facilitations, sont en tout cas des traîtres à la cause du Congo. Le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, il a quand même aidé le Rwanda. L'ancien, hein, ici, oui, il avait aidé le Rwanda, il avait armé le Rwanda pour attaquer le Congo contre Mobutu. Il ne faut pas oublier ça. Il avait fourni les armes. Il a organisé le dialogue des C'est dans ces dialogues-là que, le sachant, il savait très bien qu'il y avait des éléments rwandais qui étaient introduits dans ces dialogues et ils ont fait en sorte que tout ce que les Rwandais demandaient soit donné. Aujourd'hui, il revient encore en nous ressortant la même carte. Mais je veux dire aussi une autre chose. Pour un autre président, le Nigérien, Obasanjo. L'ancien. Oui. Aujourd'hui, on est en train de juger le président de Wikileaks. Mais ce monsieur avait sorti un document en son temps où Obasanjo, après avoir été nommé facilitateur, est allé remettre son rapport officiel aux Nations Unies pour dire tout ce qu'il voulait dire et un rapport officieux à Madame Susan Rice, ambassadrice des Nations Unies, des États-Unis aux Nations Unies. Qui se trouve dans Wikileaks. Et dans ce rapport, Wikileaks révèle que, dans ce rapport, Obasanjo reproche aux Américains d'avoir placé Kabila au Congo. Kabila fils. Oui. Il dit voilà, lui, il n'est pas des trempes à gérer les Congolais. C'est trop pour lui. Vous auriez pu mettre Kagame à Kinshasa et Kabila à Kigali. Ça, c'est Obasanjo qui D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas, on voit bien que l'histoire récente de votre pays est complexe, compliquée à décrypter.
on ne peut que souhaiter que vous trouviez pas vous-même, malheureusement. Je m'excuse parce qu'il a soulevé quand même, il a cité mon président quand même, il a cité... Oui, mais nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. On reviendra dans d'autres émissions. Juste des secondes pour dire que la raison qui avait poussé les quatre à l'époque d'aller se voir en Nairobi pour signer cet accord-là, c'était juste qu'ils avaient dit que l'accord qui a été signé à Genève, c'était en dehors des terres africaines et qu'ils voulaient signer un accord en terre africaine. Donc, l'élément de réponse est pris en compte. Merci en tout cas. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. C'est que vraiment, il faudra que l'on comprenne une chose. Pour mettre fin à cette question du Congo et à tous les problèmes du Congo, les Congolais doivent se prendre en main. Et se prenant en main, les Congolais doivent pratiquement rejeter tous les accords qui ont été signés depuis Sand City et même jusqu'aux dernières, les accords de Luanda. Merci maître, merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission consacrée à votre pays, la RDC qui connaît aujourd'hui dans sa partie Est une rébellion. Espérons que vous réussissiez à trouver par vous-même les moyens. Et le génie congolais doit s'exprimer et vous avez la capacité, la possibilité de trouver les solutions pour juguler ce problème et qui cause tant et tant de souffrance à vos compatriotes dans l'Est de votre pays. Merci à vous. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à la RDC. Pour suivre cette émission, rendez-vous sur www.nca-tv.com et surtout abonnez-vous massivement. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.